Il fait chaud. Nous sommes magnifiques dans ce studio. C'est un grand plaisir que de vous retrouver. Je suis à la pêche ce matin. J'ai pris un plein bol de cocaïne avant de venir. Je sens que ça va être une très très bonne émission avec comme d'habitude des chroniqueurs absolument merveilleux avec bien entendu le beau, le charmant, le sévillant, le cultivé, Guillaume Jiquel. Comment ça va, Guillaume ? Bah, ça va beaucoup mieux maintenant. Ah, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? De racisme. Tu nous parles de racisme. À ta gauche, nous retrouvons bien entendu désormais une habituée de l'émission. Manon, comment ça va, Manon ? Ça va très bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler d'actualité. Tu vas nous parler d'actualité. Et puis nous avons monsieur Pierre Pigeon qui est là également. Plume de Paname sur Twitter. follow, comme d'habitude, bien entendu. Comment ça va, Pierre ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, la pêche, tranquille. Quand il fait beau, il fait froid hein, quand même. Ouais, on peut parler de la météo ou pas ? Ouais, c'est mon podcast. Hein. Ah, c'est quoi ton podcast ? Ça parle de couilles. De couilles ? Ah, excellent, j'adore ça. Chers amis, c'est donc le Podcastor, épisode 36, dans vos oreilles. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le concept de ce podcast, c'est tout simplement un podcast qui parle de podcast avec des chroniqueurs qui viennent nous parler de leur coup de cœur. Je crois que Guillaume, aujourd'hui, il a pas trop respecté la règle, c'est pas trop un coup de cœur, mais ça sonnait... Oh, c'est un petit... c'est un petit teasing aujourd'hui. On n'a pas Omardo aujourd'hui, il n'est pas là, il est en vacances, bien entendu, on l'embrasse. En Bretagne. Ouais, tout à fait, il est en Bretagne. J'espère en tout cas, vous, chers auditeurs, que tout se passe bien depuis 2 semaines. Et on va commencer par l'actualité très chargée de cette rentrée. On en avait déjà parlé au podcasteur précédent, mais ça continue avec, bien entendu, vous en avez désormais l'habitude, les Podcast News. Et on commence donc ces Podcast News par Qualité qui s'est trouvé un sponsor. Alors attention, je vous vois déjà sauter sur vos chaises, genre oui, le sponsoring, c'est la mort de la liberté d'expression, gna gna gna. Il n'en est rien. Sachez simplement que le bien connu label de podcast a tout prévu. En effet, son sponsor n'est autre que Casper, une marque de matelas, un moyen pour eux de s'affranchir de toute suspicion de censure en choisissant une marque donc qui n'a rien à voir avec le podcast. Ils sont même ultra généreux, hein, puisque si vous écoutez le dernier Studio 404, vous pourrez choper un code promo. C'est important de bien dormir. On traverse désormais la frontière direction la Belgique. Et oui, depuis septembre dernier, nos sympathiques voisins belges disposent d'un réseau de podcasts made in plat pays intitulé « J'aime bien quand tu parles ». Au menu pour l'instant 4 podcasts, Comedy News Weekly sur l'actualité de la comédie, Dan Gagnon gratuitement avec des interviews d'humoristes, Quistax, une émission qui fait la part belle à la musique alternative, et Science Diffuse, un podcast de vulgarisation scientifique. J'aime bien quand tu parles, c'est une initiative signée Fanny Ruet, diplômée de la prestigieuse école qui n'accepte que des cadors mondiaux. J'ai intitulé l'IEX. D'autres podcasts sont en préparation. En attendant, eh bien, allez écouter ça tout simplement. Et puis bien sûr, chaque semaine apporte son lot de nouveautés. On dit bonjour à La Bonne Graine, un tout nouveau podcast signé Binge Audio en collaboration avec l'université de Paris-Saclay. Il s'agit d'une série d'histoires vraies, de parcours d'apprentissage. 5 épisodes dont le prologue sont déjà en ligne, alors on y va. Toujours chez Binge, on en avait parlé dans les dernières Podcast News, NoTube est désormais en ligne, un podcast animé par Vincent Manilev et qui traite de l'actualité YouTube. Ça sort un mardi sur 2 et 2 épisodes sont déjà sur la toile. C'est une rentrée quand même très très chargée du côté de nos amis de Binge Audio. Puis dans les nouveautés encore, ruez-vous sur Version Standard, un podcast qui nous parle de jazz. Le concept, toutes les 2 semaines et pendant une demi-heure, Paul Decherf nous fait écouter 6 versions d'un seul et même standard du plus noble des courants musicaux. Le premier épisode consacré à la mythique chanson Summertime est en ligne. À ne rater sous aucun prétexte, les amis. Puis on termine ces Podcast News par la presse. En effet, le podcast natif fait parler de lui et notamment dans Téléobs, la branche média du Nouvel Observateur s'est intéressée à la podcasphère avec le titre évocateur t'as pas encore lancé ton podcast. Au menu, un focus sur Binge Audio, Boxon, Lorraine Bastide ou encore Arte Radio, une petite étude sur les moyens financiers dont disposent les podcasteurs et puis un paragraphe sur la liberté de ton qu'est la nôtre dans le podcast. Un article sur lequel on pourrait débattre mais qui a le mérite de mettre en lumière notre
si peu médiatisée communauté. Du coup, eh bien, allez lire ça. Voilà pour ces podcast news, chers amis. On voulait faire un petit commentaire de l'article réalisé par Téléobs, mon cher Guillaume? Oui, on peut faire un commentaire. Je pense que j'ai l'impression que toutes les réactions étaient un peu les mêmes que celles qu'on a d'habitude face à ce genre d'article. En tout cas, pour ma part, c'est bien que ça parle, et c'est bien de parler des podcasts, c'est toujours cool. Après, effectivement, dans la sélection des gens dont on parle, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes et qu'on peut imaginer qu'il y a une certaine forme de frustration pour ceux qui sont là depuis très longtemps et qui continuent à bosser beaucoup, à œuvrer et qui sont rarement cités. Voilà. Vous avez lu l'article, Pierre, Manon? Ouais, moi j'ai lu, je suis d'accord avec Guillaume, mais je pense que c'est une première étape peut-être. Avant qu'il commence à parler d'autres podcasts, comme il dit, c'est peut-être des noms qui parlent à tout le monde, c'est un article grand public, donc on commence doucement, mais je peux comprendre la frustration pour certains podcasts qui sont là depuis longtemps et qui sont jamais cités. Ouais, pareil pour pareil pour moi. Cette intervention. Non, mais en gros, j'ai lu l'article, je l'ai retweeté et j'ai vu aussi sur Twitter. Je sais plus c'était de qui, mais en gros c'était un graphique où il mettait en relation donc en gros les RP, donc le nombre de fois où avait été cité tel podcast par rapport à son taux d'écoute. Et c'est vrai qu'il y en avait qui avaient un taux d'écoute de dingue et presque jamais cité. Ouais, alors le problème aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que comme il n'y a pas aujourd'hui d'étalon d'audience qui est partagé par tout le monde et qui fait référence, c'est aussi difficile de dire ça parce que finalement les audiences qu'on connaît c'est les audiences de ceux qui veulent bien les donner ou alors les audiences estimatives comme celle que fait Podcastéo par exemple. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus fiable, mais bon, peut-être que le jour aussi où il y a, et on sait notamment que Binge travaille sur le sujet d'arrache-pied, le jour où il y aura vraiment un référent d'audience, ce sera aussi plus facile de comparer tout le monde et de citer ceux qui émergent le mieux. Voilà, on voulait dire un petit mot en tout cas sur cet article qui nous a fait réagir tout simplement. Mais il est venu le temps, non pas des rires et des chants, chers amis, mais de parler podcast comme d'habitude. La petite question à la con. Alors je savais pas trop, j'ai pas eu trop d'idées aujourd'hui. J'ai l'impression que plus les épisodes avancent et moins j'ai des tu me regardes, tu me juges tellement, mon connard. Voilà, je n'arrive pas à trouver, tu es une merde. Attention, question de rapidité. Est-ce que vous saurez me dire quelle est la capitale de la Floride? Tampa. Je sais pas. Orlando. Miami? Non. Voilà. Merde, putain. Alors, j'en étais sûr, en plus c'est hyper une question piège parce que c'est Tallahassee, mais en fait on pouvait chercher longtemps là. Pas grand monde le sait. Bon d'accord, très bien. On va faire une autre capitale. Finalement, tu vois que t'as réussi à trouver une question de merde. Oui. C'est vrai, putain. Capitale du Pérou. Lima. Excellent, bravo Guillaume Jiquel, c'est donc toi qui va déterminer c'est vos chers auditeurs, vous avez le droit de nous bitcher parce que cette question de début d'émission est vraiment à chier, mais je savais vraiment pas quoi faire, alors c'était soit ça, soit on retournait au Shifumi radiophonique et on va éviter de faire ça. Guillaume, tu nous fais du coup le conducteur tout simplement. Oui, alors du coup pas que j'ai pas envie de passer, mais comme je suis un peu pisse-froid sur cette émission et que j'ai risque de niquer un peu l'ambiance, je me dis que je vais passer en dernier, comme ça. It is. Classique. Et je vais demander à Pierre de commencer. C'est donc Pierre Pigeon avec son podcast sur les couilles qui va démarrer. Dis-nous tout, mon cher Pierre. Non, pour établir un peu la vérité, donc mon podcast s'appelle Les couilles sur la table et je me suis peut-être un peu avancé en début d'émission en disant que ça allait parler de couilles. Non mais c'était drôle parce que c'était au nom de l'humour. Paraît-il. Si c'est au nom de l'humour alors. Au nom de l'humour. On pardonne tout. Mais donc non, du coup on ne parlera pas de boulasse, de grelots et de couillasses, mais plutôt de virilité. Merci. Comment ça? Tant mieux parce que c'est un peu... Oui, c'est quoi? Il y a des sale, c'est ça, c'est sale, hein? Voilà. Laissez Manon tranquille. Comment il lance ça En la regardant. Ok. Mais non, on va plutôt parler de virilité, de masculinité, et on va tenter de répondre à ce que veut dire être un homme au 21e siècle. Et ce sujet est couillu. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Si, il a fait une blague. T'as pas compris. T'es con. Est-ce que tu veux dire que c'est un podcast Ah non, ça va commencer. Masculiniste?
Ah, mais je m'attendais à une. Moi, je m'attendais à une vanne. Non, je ne suis pas qu'un gros porc, vous savez. Et ce sujet, donc couillu, c'est Victoire Tuaillon qui s'en charge dans ce nouveau podcast de Binge Audio. Ah, Binge Audio, encore. Eux qui ont une actualité de folie en ce moment. Ils sont partout, c'est un truc de fou, mais ils ont. En plus, à chaque fois, ça marche bien. Ouais, et puis c'est intéressant, la preuve on en parle, quoi. Mais du coup, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pour tout vous dire, j'apprécie ce podcast et je vais vous expliquer pourquoi. Et dans un premier temps, en fait, c'est le but de l'émission, Pierre. Oui, non. Je le rappelle, on ne sait jamais. Des gens qui viendraient par hasard. Mais du coup, j'apprécie ce podcast tout d'abord pour son sujet qui est quand même sacrément compliqué à défendre, je trouve. Et cette chère Victoire là, elle a dû les sortir quand même pour dépeindre les hommes entre eux, leur relation avec leur père, la relation qu'un homme peut avoir avec son fils. Et du coup, elle va aborder que ce soit la violence, la paternité, l'amitié ou encore la sexualité. Et on va tenter du coup avec elle de mettre une définition au terme de masculinité. Et je trouve que c'est quand même une sacrée épreuve. Et donc rien que pour ça, je la remercie. Et je les remercie. Merci. Alors, je vais commencer par un premier extrait qui, en fait, est une bande-annonce. Parce qu'ils ont eu la magnifique idée de faire une bande-annonce avant de lancer ce podcast. Et du coup, ça résume assez bien et peut-être mieux que moi. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Une partie essentielle du marbre. Voilà, on les met là. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis une jeune femme blanche, hétérosexuelle et féministe, et je veux parler des hommes. On va regarder ce que c'est cet attribut de la virilité, cette chose qu'il est bon de posséder puisqu'il est bon d'en avoir. Qu'est-ce que c'est au juste un homme? Qu'est-ce que ça implique d'être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui en France au XXIe siècle? Qu'est-ce que c'est la virilité? Un homme, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. C'est le sujet, hein. Ouais, moi je suis chaud. Et du coup, pour l'instant, il y a eu 2 épisodes. Et parlons de ce deuxième épisode et de mon deuxième extrait qui m'a beaucoup plu, où l'invité c'était Kevin Dieter, qui est doctorant et qui du coup venait de finir sa thèse sur l'enfance des sentiments. Quand on parle d'enfance, là, il parle des enfants de 6 à 10 ans. Et du coup, donc, il explique à cette période, en fait, qu'est-ce que c'est que d'avoir une amoureuse, un amoureux. Il revient sur le concept de la Saint-Valentin, qui est aussi présent, au final, dès l'école. Et il explique un peu comment c'est abordé. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'au final, même pour moi, personnellement, les questions de virilité, au final, c'est con, mais c'est un peu des questions que je me pose plus maintenant et que j'ai l'impression de plus être, en fait, la cible d'un tel sujet. Après, c'est peut-être que personnel. Et pour moi, au final, c'est vrai que ça concerne plus un moment de l'enfance. Quand vraiment on te dit... quand tu sens avoir une pression auprès des autres garçons. J'ai plus l'impression que ce soit le cas actuellement. Et je me dis que les seuls moments où j'ai pu me poser la question, c'était peut-être plus jeune. Du coup, je trouvais son invité pertinent et je vous invite à écouter ce deuxième extrait qui est pas mal. Si vous aviez des garçons, des fils, comment vous les élèveriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Comment vous les éduqueriez à l'amour et au sentiment amoureux? Alors je pense qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent faire ça, mais oui, alors j'essaierais de défaire effectivement le genre du sentiment amoureux, de leur dire que c'est tout aussi important pour eux, etc. Mais ça, c'est lié à ma position sociale aussi. Mais autrement, je pense que, d'une manière plus globale, j'inviterais aussi dans les manuels d'éducation, etc. Mais c'est marrant parce que, juste ça, quand on pense aux littératures pour jeunesse, au Max et Lily, par exemple, on dit que Max a une amoureuse et que Lily est amoureuse. C'est pas la même chose, quoi. Et donc Max a une amoureuse et Lily est amoureuse. Pas mal, hein? Ouais. Ça fait réfléchir. Bon, je suis pas trop d'accord. On dit aussi d'une fille qu'elle a un amoureux. Bah non. Si. Si. Là, dans les Maxi non. Ouais. C'est toujours le danger du truc par l'exemple. C'est que là, c'est effectivement un très mauvais exemple, quoi. C'est un livre qui devrait être réécrit, quoi. Ouais, mais tout le monde connaît Maxi, donc c'était un peu. Oui, ça pouvait être considéré comme une référence. Non, mais c'est sûrement une référence. Mais bon, c'est. Je connais pas. C'est quoi? Il y a un mec qui a écrit un. Maxi Max et Lily? Ouais. Moi, je connais Tom et Nana, mais Max et Lily, je connais pas. Cracra. Rappelle que Guillaume est un jeune parent. Non, mais je sais pas, moi j'ai pas.
Enfin, en tout cas, dans mon éducation, j'ai plus entendu aussi une fille, elle a aussi un amoureux, quoi, tu vois. Il prend cet exemple en mode, ouais, parce que les mecs, ils possèdent et les filles, non. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, du coup, moi, j'étais assez d'accord avec cet exemple. D'accord. Et je me disais, ouais, c'est vrai qu'on pourrait plutôt dire une fille amoureuse et plutôt qu'elle a un amoureux. En fait, j'ai l'impression surtout que les filles plus jeunes, enfin, en tout cas, j'ai écouté l'épisode. Et dans cet épisode, il parle justement du fait que les filles n'ont pas honte d'être amoureuses. Et souvent, elles en parlent à la cour de récré, elles en parlent entre copines. Elles vont voir les garçons en disant ma copine, elle est amoureuse de toi. Alors que les garçons ont honte, en fait, de ça. Et donc, c'est peut-être ça qu'il voulait dire en disant il a une amoureuse, il assume à ce moment-là, mais il va pas dire. Il assume pas le sentiment. Ouais. Quoi. Voilà, il assume pas le sentiment, il assume plus la possession. Enfin, pas la parce que possession, nous, on a les copains à côté. Et c'est justement ce rapport-là avec la virilité dont tu parlais, quoi. C'est que quand t'es petite, t'as l'impression que être amoureux, ça fait pas très viril. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et comme t'es un peu en mode baston avec tes potes, en mode je ne sais pas qui tu fréquentes. Quel cadre de... Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me trompe ou pas du tout? Non, mais c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. C'est ça qu'il voulait dire, je pense. Là, en gros, en plus, c'était un extrait à la fin de cet épisode. Du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets abordés avant. Mais c'est vrai que aussi, il prenait l'exemple dans cet épisode. Au final, t'avais des filles qui disaient à un petit garçon, donc c'était justement à la période de la Saint-Valentin, qui lui disait que leur copine était amoureuse de lui et qu'elle l'avait dit à tout le monde et tout. Et que lui, tellement vexé, était non, c'est pas vrai. Et au final, il était allé voir cette fille en question et il était allé jusqu'à la frapper. Ouais. Arrête. Oui, c'est vrai en plus. Je crois que mec, tellement ça pour déconner, mais c'est vrai en plus dans les non mais ouais, c'est ça, mais vraiment pour au final ce sentiment de honte, quoi, alors que il allait plus accepter plus facilement le fait de il y a des filles qui sont amoureuses de moi ou j'ai des amoureuses, tu vois, mais quand ça devient plus profond, tu vois, les petits garçons avaient plus de mal et sortaient comme des frustrations qui résultaient de violence ou not de cool. tout ça. Not very cool. Ouais. Ah bah t'as refait. Tu disais toi personnellement qu'aujourd'hui tu ressens plus ce besoin de virilité. Enfin, Pourquoi du coup les femmes, j'ai l'impression qu'on ressent encore pas d'être masculine, mais dans notre féminité, ça nous suit beaucoup. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, que les hommes après ça passe avec le temps. Et pourquoi à l'enfance justement il y a cette question-là, et après vers l'adolescence je sais pas, ça s'envole ou je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, je me suis dit, ça se trouve, il y a que moi qui est comme ça aussi, tu vois. Ça se trouve, il y a encore d'exception. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que moi, je me pose plus ces questions-là. Après, je me dis peut-être que d'autres s'en posent, quoi. Mais après, tu vois, comme je le disais au début, au final, j'ai vraiment choisi ce podcast par rapport au sujet, parce que c'est vrai que justement, si on en parle plus, si j'ai l'impression qu'on en parle pas tant que ça, c'est peut-être parce que c'est quelque chose d'oublié ou qui est censé être acquis, en fait. En fait, je me demande s'il y a un moment, je sais pas, genre, majorité, donc maintenant on te parlera plus jamais de ça, ou maintenant c'est bon, t'es un homme, ou tu vois. Mais ça a aussi un rapport finalement juste avec la maturité, quoi, parce que toi t'as l'impression de plus, aujourd'hui, de plus du tout te poser la question d'avoir besoin de challenger ta virilité par rapport à celle d'un autre gars, tu vois. Et puis bon, tu vois bien qu'il y a des mecs toute leur vie qui sont harcelés, ou tu vois, qui ont un ego surdémesuré, qui veulent constamment affronter d'autres mecs pour paraître le plus fort, le plus machin, le plus truc, tu vois. Donc cette question-là de la virilité, c'est peut-être une question de maturité, d'accomplissement de soi finalement. Et toi, en tout cas, on est très heureux pour toi, Pierre, que tu sois un homme, que tu sois un homme accompli aujourd'hui. Chance. Allez. Ouais. Oh la choune. Moi j'ai plein de questions. Ça s'appelle donc Les couilles sur la table, chers amis. C'est un podcast masculin, tout simplement. Allez donc écouter ça, c'est bimensuel. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis pour le moment? Pour l'instant, il n'y en a que 2. Pour l'instant, il n'y en a que 2. C'est édité par Binge Audio. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Guillaume. Ouais. Alors moi, tu me demandes mon avis? Non, je voulais ça. Il peut rebondir. Vous pouvez rebondir, mais pour moi, on en avait déjà pas mal parlé. Donc, je voulais te demander qui passait après. Mais si tu veux rebondir sur le podcast de Pierre, n'hésite pas. Alors moi, je voulais dire un truc. Je crois que je suis casse-couille aujourd'hui. C'est que c'est pas comme d'habitude, je trouve. J'ai pas écouté. C'est le cas de le dire.
J'ai pas écouté encore. Casse-couille. Mais Deuxième jeu de mots. C'est texte. Mais en fait, je trouve Pierre. que je sais pas. C'est un peu bête de dire ça parce que comme je l'ai pas écouté, je peux pas faire une corrélation entre le contenu et le nom du programme. Mais je trouve que, en tout cas, perso, le nom m'a un peu repoussé. C'est-à-dire que l'appeler les couilles sur la table pour parler de masculinité, ben j'ai eu l'impression, en fait, si tu veux, le panorama de départ. Donc c'est-à-dire que genre t'as un panorama. Non, mais en fait, et au milieu même t'as comme des couilles. Elle s'appelle Victoire, c'est ça? Ouais. La manière même dont elle se définit dans la bande-annonce. Ouais, je suis une femme blanche, machin, hétérosexuelle, truc. Je comprends, mais en fait, il y a une espèce de jeu de contraste dans la manière dont le programme est annoncé et la manière dont le nom qu'ils lui ont donné, qui moi m'a donné l'impression que ça allait être un truc, un peu convenu et un peu brutal en fait sur la manière d'approcher le sujet, voilà, je suis une nana qui va parler des mecs et de ce que je vois d'eux aujourd'hui et de comment ils ont du mal à se positionner en tant qu'hommes et voilà. Et c'est sûrement pas ça le contenu, mais voilà, moi si j'avais juste une remarque à faire avant de l'écouter, parce que je vais aller l'écouter, c'est que je sais pas si je l'aurais appelé comme ça, parce que je trouve ça un petit peu violent, c'est pas le bon mot, mais un peu repoussant. Engagé, voilà. C'est engagé en soi. Oui, mais je trouve ça engagé d'une manière trop virulente. Voilà. Ouais, mais poser ses couilles sur la table, c'est plus devenu une formule, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends que c'est du second degré et tout, hein, j'en doute pas une seconde, mais voilà, j'ai juste un sentiment comme ça en voyant le titre et le marketing autour. Voilà. Bref, chers amis, on pourra en parler pendant des heures. C'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne. En plus, on n'aborde pas trop la question de la masculinité dans les podcasts et même en règle générale dans cette émission. Du coup, mon cher Guillaume, en tout cas merci beaucoup mon cher Pierre, mon cher Guillaume, qui c'est qui passe maintenant? C'est Manon du coup. C'est Manon qui va y aller. Donc Manon, toi tu es venu nous parler d'actualité. Il me semble que c'est encore un podcast de Binge Audio. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'ils font pas mal de podcasts en ce moment. Du coup, on a envie d'en parler et celui-ci est particulièrement bien pour moi. Donc il est réalisé par David Carson. David Carson. David Carzon. David Carson qui a rejoint Binge il y a très peu de temps. D'accord. Qui vient de Libération. Ouais, qui vient de Libération. Ok. Et du coup, ce podcast, donc Binge Actu, est sorti il y a 2 jours, donc le 2 octobre. Non, quelle jour on est? Je sais plus. Bon, il n'y a pas longtemps, en tout cas, quelques jours. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment. Attends, donc... Quelle jour on est? Je sais. Il n'y a que 4 épisodes, mais c'est un podcast qui est amené à présenter plusieurs formats au sein du même podcast. Donc là, pour l'instant, on peut déjà découvrir deux formats. Donc il y a Vous avez 5 minutes et Note de service. Et on voit dans la petite phrase de résumé qu'on pourra avoir d'autres formats, notamment des entretiens, enfin en tout cas qui sont d'autres formats, on pourra en découvrir d'autres. Et donc ce podcast revient sur l'actualité un peu chose du moment. Donc il y aura des news, des infos, des tribunes, des chroniques. Moi j'ai écouté les 4. Il y en a un qui m'a vraiment interpellée, c'est Vas-y. Je suis sûr que celui qui t'a le plus interpellé, c'est celui qui revient sur l'affaire Ango ouais, y a et on n'est pas couché. Ouais, il y a celui-là, mais c'était surtout l'épisode sur l'attentat. Bah voilà, je me suis trompé. Ouais, mais il est très bien aussi. Ouais. Et bah non. Merde. Et non, mais ils sont tous intéressants. Ouais, ils sont très bien. Et c'est un format vraiment inédit, libre, subjectif. Enfin, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Et donc dans l'épisode 3, donc c'est une conversation téléphonique donc menée par David Carzon sur le sujet de l'attentat donc il y a eu la semaine dernière à Marseille. Donc et là on suit donc dans cette conversation, l'épisode dure 7 minutes. On suit un professeur d'école qui était malheureusement sur place à ce moment-là avec des collégiens parisiens. Il partait en classe de mer et on découvre avec étonnement, enfin moi j'étais très étonnée de la réaction des enfants en fait. On se rend compte que ces enfants-là, ils ont des exercices, je savais pas d'ailleurs, des exercices pour lutter contre les attentats. Ah ouais? Ouais. Ok. Dans chaque école, dans les écoles et tout. Ouais, dans les écoles, c'est un exercice qu'ils mettent en place. Je sais pas si c'est à Paris ou comme au Japon avec les tremblements de terre. Bah, je sais pas exactement, mais en tout cas, ils apprennent à comment évacuer avec. Enfin, du coup, donc c'est des collégiens quoi. Ils sont très jeunes et on se rend compte qu'ils réagissent presque de manière normale à un événement qui n'est pas du tout normal et donc dans cet épisode alors comme si c'était rentré finalement ouais, exactement dans le quotidien on pouvait imaginer qu'ils allaient paniquer, qu'ils allaient être stressés. Enfin là elle raconte comment ils ont été évacués et on se rend compte qu'en fait qu'ils sont très préparés et qui
qu'ils abordent ça avec un sang-froid et un courage que j'ai trouvé étonnant, quoi. Nous, on nous demande de nous grouper, donc on est avec les valises, tout le monde se bouscule avec les valises, donc c'est un peu difficile. Et là, il y a un personnel de la SNCF à qui on demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il nous dit il y a eu un attentat, enfin, il y a 3 morts. Et comment réagissent les enfants à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont habitués, entraînés? En fait, les enfants, on s'est rendu compte qu'ils sont entraînés. Si vous voulez, on a déjà des alertes attentats et des alertes intrusions qui sont avec le confinement, qui sont faites par l'école. Et du coup, on se rend compte que ils sont hyper disciplinés vis-à-vis de ça, parce qu'à l'école, on est obligé de sortir avec les mains sur la tête, etc., en silence. On ne doit absolument pas parler. Et ils ont appliqué eux-mêmes les règles, finalement. Et ils ont géré la situation avec notre calme aussi. Parce que je pense que si on avait communiqué un stress, là, ils auraient vraiment été stressés. Mais comme on était vraiment calme et qu'on a l'habitude de gérer ça avec eux, finalement, on les a amenés tranquillement à la sortie de la gare, malgré les mitraillettes qui nous pointaient quand même, c'est pas évident. Il n'y a jamais eu aucun moment un mouvement de panique ou quoi que ce soit. Ok. Ouais. Bah c'est cool qu'ils aient ce réflexe, mais du coup c'est triste aussi. Enfin, c'est ça. Enfin, c'est quelque chose que je trouve que j'avais jamais lu dans les médias traditionnels. Et là, c'est. Ah bah non, ils sont pas là pour informer les médias traditionnels. Non mais justement, là il y a un autre angle apporté par ce podcast. Le témoignage est assez poignant. Après, elle raconte qu'en fait, arrivé à la classe de mer, les enfants ils vont à la mer, ils jouent, ils dorment, et le lendemain ils posent pas tellement de questions. Enfin, c'est devenu leur quotidien, quoi. Donc c'est fou. Enfin, et voilà, ça m'a touché, ce témoignage, et je trouve intéressant ce format d'aller plus loin avec l'actualité. Et il explique comment il a fait pour trouver, par exemple, ce témoignage-là en particulier? Non, il explique pas. C'est une conversation téléphonique, quoi. Il aborde il revient sur l'événement, il explique ce qui s'est passé brièvement. Bon, on est tous au courant, et après, voilà, il parle avec donc cette professeure et qui témoigne, elle-même a l'air surprise, quoi, de tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour revenir à l'autre épisode dont tu parlais, donc sur l'émission On n'est pas couché, avec l'affrontement entre Christine Angot et Sandrine Rousseau. Là, c'est un autre épisode. Quelle histoire! J'ai rien suivi de ça. Quelle histoire, ce truc? Ah ouais, t'as pas vu? Non. Tu lui fais un petit briefing, ou quelqu'un lui le brief ou pas? Vas-y. Ouais. Mais non, mais moi je l'ai pas vu. T'as vu l'émission? J'ai vu le replay, mais j'ai vu ce que France a bien voulu nous en montrer. Voilà. Si, c'est exactement ça. Mais en fait, parce que c'est vrai qu'elle sur les plans, c'est bizarre. Donc Sandrine Rousseau, c'était une des victimes de Denis Baupin chez Europe Écologie Les Verts, donc une des victimes du harcèlement sexuel de Denis Baupin. Okay. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Parler, dans lequel elle dénonce, dans lequel elle explique l'importance de parler de ces expériences malheureuses et du harcèlement. Du harcèlement en général, et de l'importance de trouver des structures pour pouvoir se livrer, justement. Et elle avait du coup en face d'elle Christine Angot, qui elle aussi a écrit un livre sur l'inceste dont elle était victime dans une grande partie de sa jeunesse. Et voilà, et en fait Sandrine Rousseau est venue parler de son livre et de son combat, parce qu'elle a décidé d'en faire le combat de sa vie maintenant. Et Christine Angot lui a reproché la manière dont elle le menait, et notamment l'angle politique à travers lequel elle l'abordait. Et en fait voilà, c'est deux personnes qui a priori souffraient beaucoup et qui se sont pas comprises, et c'est vrai que la manière dont ça a été c'est ce qu'explique David Carzon d'ailleurs, très bien, c'est que la manière dont ça a été proposé, pas l'extrême maintenant, laissait pas beaucoup de place à l'interprétation, en fait. Et effectivement, il y a de toute manière, qu'on ait un avis ou pas, pour l'avoir vu à la télé, la manière dont c'était proposé était un petit peu embarrassante, c'est-à-dire que tu voyais très bien, voilà, tu voyais très bien qu'il y avait des grandes parties qui manquaient. Tout simple, physiquement, en fait, il y avait un extrait où Sandrine Rousseau parlait à peu près normalement, elle était émue, mais elle parlait à peu près normalement, et puis tout de suite on était basculé dans une séquence où elle avait les yeux rougis, elle avait des larmes qui coulaient et tout, donc on sentait bien qu'il y avait un truc bizarre, et effectivement, plus l'affaire a été démêlée, plus on a senti que il y avait, on sait même pas trop comment interpréter d'ailleurs l'intention de France 2, si c'est pour protéger une telle ou une telle machin, on sait juste que il y a un puzzle avec des pièces manquantes. Et du coup, David Carzon revient sur cette séquence de buzz qui a eu une des meilleures audiences dernièrement de On n'est pas couché, et il explique pourquoi lui, ce qu'il en pense en tout cas de cette séquence. Et voilà comment on crée un monstre qui ne sert que l'audience au détriment de l'invité, mais aussi de sa propre chroniqueuse, et ça marche. Cette séquence a dépassé les 500 000 vues sur YouTube, quand celle sur Gérard Collomb fait un peu plus de 50 000, ou celle avec François Cluzet, 25 000. Et l'émission a fait sa meilleure audience télé depuis un moment. Il faut choisir son camp. La télé hiérarchise ainsi nos émotions.
Il faut être dans le camp des rouges ou celui des jaunes. Il faut aimer ou détester. On nous pousse à aimer ou détester. Dépasser ce registre émotif demande aujourd'hui un effort de chaque instant. Alors à l'arrivée, l'émission de Ruquier a-t-elle vraiment parlé du sujet au fond ? Non, évidemment. Elle sert même plutôt ceux qui ne voient dans les luttes féministes que de l'hystérie et des larmes. Si cette émission était censée faire avancer la cause, lutter contre les tabous, dénoncer des comportements rétrogrades, elle a raté son objectif. Mais je vous rassure, ce n'était certainement pas le cas. Tout autour de ce programme relève de la manipulation. Et il n'y a qu'une voie pour s'en sortir. Refuser cette manière de nous présenter le monde. Bloc de souffrance contre bloc de souffrance. J'aimerais bien avoir un effet sonore d'applaudissement. Mais ça, c'est le format note de service qui donc très subjectif, mais très libre et très très intéressant. Enfin, d'écouter un tel format et il y en a un autre d'ailleurs sur notamment le fait entre la fiction et la réalité, comment les médias traitent ça. Donc il revient aussi sur l'épisode sur la nouvelle saison de super-héros, comment les gens ont réagi. Enfin c'est vraiment comme des discours libre, quoi, et j'ai trouvé ça très 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 cool. Mais ça, je trouve ça super. En vrai, c'est vraiment un sujet qui me passionne déjà. Le podcast a l'air que j'ai un peu écouté est vraiment très cool. Mais ça, ce truc de, comme il dit, manipulation médiatique, c'est vraiment un truc qui me passionne parce que on a l'impression que personne n'y croit. Que dès que toi tu parles de manipulation médiatique, on te dit ouais, c'est quoi Illuminati. Illuminati, c'est quoi ces théories complotistes et tout. Mais j'ai envie à chaque fois, moi j'ai envie de péter un plomb et de dire mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que genre juste en disant à quelqu'un une phrase genre ah ouais, trop la théorie du complot, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a pas de complot, ça existe plus Oui, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas c'est libre, il le dit, on l'écoute et c'est intéressant. Guillaume, est-ce que t'as écouté ce podcast ? Ouais, je les ai tous écoutés, je les ai binge écoutés même. Ouh. Blague. Et franchement, c'est génial. Moi, c'est cool. J'adore le format, j'adore c'est très dense, donc ça se consomme vite. Et puis David Carzon, moi je connaissais pas du tout, et je trouve que le peu que j'en ai écouté, je trouve ça vraiment super. Et c'est pas facile, c'était pas facile le challenge de commencer à traiter l'audio en podcast, l'actu en podcast. Ouais. Et d'ailleurs ils ont dit binge que c'était un format un peu expérimental, qu'ils le lançaient, ils ont appelé ça un soft launch. Ils sont en train de le peaufiner. Et franchement, moi, ce qui m'a plu, au-delà du fond, où on sent bien que c'est quelqu'un de très intelligent et qui a beaucoup de choses à dire, la forme est top. Lui, je trouve qu'il a il est un peu à mi-chemin entre l'engagement, parce que tout ce qu'il dit est très engagé, et en même temps, il le dit de manière très dépassionnée, donc c'est très facile à entendre, c'est agréable. Voilà. Donc moi, je le conseille vivement. Pedro. Moi, je suis assez d'accord avec vous, et personnellement, au final, j'ai préféré ton deuxième extrait. Ouais. Oui, le format t'as préféré. Ouais, en termes de format, parce que au final, c'est vrai que moi, je suis pas très intéressé pour avoir du complément d'infos, surtout quand tu as des infos sur les attentats et tout, un peu comme ça. Oui, mais là, c'était un autre angle, je trouvais. Ouais, un autre angle, ou un complément. Ouais. Enfin, vu que c'est pas très réjouissant et tout, en plus avec le format podcast, tu vois, écouter du podcast pour un peu avoir du larmoyant, comme tu peux avoir sur BFM. Pas trop ma cam, mais non, le deuxième format, sur tout ce qui est les dessous des médias et tout, franchement, je trouve ça cool. Et puis, et comme disait Guillaume, je sais plus son nom. Jiquel, c'est Guillaume Jiquel. Non, David Carzon. Que David, c'est très cher David. Tu vois, ouais, une bonne voix, tu vois, rassurant et mais à la fois c'est ça, il est engagé, mais en même temps, il reste sérieux et assez froid en fait, ce qui fait qu'on peut tous pas s'identifier mais comprendre quoi ce qu'il veut dire. J'ai l'impression qu'il a pas le ton qui va avec le sujet qu'il aborde, tu vois. Et puis il y a un petit décalage avec ça, comme disait Guillaume, moi aussi je trouvais que l'actu c'était un peu un truc qui me manquait dans le podcast, c'était un peu un truc qui manquait à l'audio, au point que moi ces derniers temps j'avais songé à faire un podcast, à créer un podcast d'actu. Tous les vendredis, et en fait en écoutant celui-là je me dis c'est pas quand même un peu difficile de faire mieux. Tu vois, tu peux toujours apporter comme à chaque fois dans les podcasts ta personnalité, etc., bien entendu, mais ce qui est important quand tu fais de l'actu, je pense, c'est quand même le fond, bien sûr aussi la forme, mais c'est quand même le fond et la manière avec laquelle t'abordes les sujets. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un très bon podcast. Et c'est vrai que ça manquait, et puis c'est un bon potentiel, quoi. Exactement.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce podcast, ma chère Manon ? Alors, Binge Actu. Binge Actu, merci beaucoup. Ça sort donc un mardi sur 2, c'est donc édité. Non. Pas tout à fait. Pas tout à fait, là, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore réglé leur récurrence. Enfin, pour l'instant, ils ont sorti le 2 et 3 octobre, ils en ont sorti 3 un mardi. Donc je pense qu'ils sont encore en train de chercher la bonne récurrence. Eh bien, chers amis, on vous tiendra au courant sur la récurrence. Il y a de toute façon aucun problème là-dessus. Mais l'heure est venue, non pas du coup de cœur, chers amis, mais plutôt de ce qu'on pourrait appeler du coup de gueule. Non, non. C'est pas un coup de gueule, je vais livrer mon ressenti. Nous sommes donc sur la chronique de monsieur Guillaume Moix. Alors d'abord, moi je voudrais juste faire un tout petit préambule. Il y a eu beaucoup de binge aujourd'hui et moi déjà on m'accuse toujours d'être bingeophile à chaque fois que je viens avec un podcast binge, donc je l'ai pas fait. Ça, c'est vrai. Et je vais pas le faire, mais je voudrais quand même souligner que la rentrée de binge est phénoménale. Il y a plein de podcasts et moi ceux que j'ai écoutés m'ont quasiment tous bluffé. Et si on avait pu faire un 100% binge, mais ça aurait été un peu bizarre, aujourd'hui j'aurais parlé de La Bonne Graine, que je vous conseille d'aller écouter, donc je fais une petite entorse, je le glisse comme ça, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, c'est un podcast qui s'intéresse au parcours d'étudiants, et c'est top, c'est des entretiens avec des étudiants qui racontent leur passion, leur vocation, et franchement ça fait envie, ça donne envie de retourner faire des études. Voilà. Je m'arrête là, vous irez l'écouter. Très bien. Et comme je pouvais pas faire de binge, j'ai fait autre chose. Parce que sinon, on faisait une émission. Bah oui, 100% binge. Spécial binge. Ça faisait un peu sponsoring, quoi. Ouais. Et j'ai été écouter un autre podcast qui vient de sortir, qui s'appelle Nous et les autres, ce qu'est le racisme, qui est produit par Slate.fr. C'est vrai que je suis un peu embêté parce que j'ai écouté les 3 épisodes plus le prologue et j'en suis ressorti un peu perplexe. J'ai essayé de l'écouter avec le plus d'objectivité possible. Je suis allé au bout. Non, mais parce que c'est quand même un sujet qui est. T'as tout écouté du coup là ? Ouais, j'ai tout écouté. Ok. Que je fais jamais, je veux dire. J'écoute 5 minutes et puis je me casse, quoi. Je remplace un peu Omar. Et voilà, et donc en fait, il s'est rien passé. Omar, il t'aurait dit qu'il avait créé le muséum d'histoire naturelle. Tu vois le grand squelette là, des dinosaures. C'est moi qui l'ai fait. La grande galerie de la découverte. Là. Et voilà, quand je dis qu'il s'est rien passé, j'étais surpris parce qu'effectivement, c'est un sujet quand même qui est émouvant. Et là, j'ai pas été ému, j'ai pas été surpris non plus par les informations qui sont délivrées. J'ai pas appris grand chose, alors que franchement je suis pas particulièrement érudit sur le sujet, hein. C'est vraiment pas un péché d'arrogance. Et alors je me suis demandé pourquoi. D'abord, peut-être que le titre était une promesse trop ambitieuse, c'est vrai qu'il appelait le truc Nous et les autres, ce qu'est le racisme. Cette promesse de définir le racisme, c'était peut-être beaucoup en 3 épisodes, et peut-être que moi-même je me suis laissé un petit peu entraîner, je me suis fourvoyé en me disant ok trop bien, je vais tout apprendre et je vais tout comprendre, et c'est peut-être un premier facteur de déception. Et puis ensuite j'ai relevé des trucs qui à mon avis motivent le fait que ça m'ait pas plu. En l'occurrence, pour moi il y a d'abord des problèmes de forme, et un que j'ai eu vachement de mal à contourner. Je ferai le fond après, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de commencer par la forme. D'abord, donc c'est un podcast qui est incarné par Emeline, qui est une journaliste de Slate.fr, et il y a quelque chose qui m'a gêné, j'ai mis du temps à l'identifier, mais c'est qu'elle est en même temps host, c'est-à-dire qu'elle conduit le format, et en même temps elle est intervieweuse. Donc c'est-à-dire qu'elle est témoin du racisme qu'elle dénonce, elle le raconte en tant que victime, et en même temps, elle interviewe les personnes comme des témoins du racisme. Donc c'est-à-dire qu'elle est un petit peu entre 2 rôles, et je crois que ça a joué sur le fait que ça retire de l'émotion au truc. Je sais pas comment le dire, même quand elle évoque ces histoires qui sont, c'est sûr, révoltantes, mais le problème c'est que comme elle le raconte comme un host, je sais pas, il y a une manière on dirait qu'elle lit parfois, que c'est un peu trop... C'est vraiment, ça manque d'authenticité. J'ai surtout pas envie de sous-entendre que c'est pas vrai, parce que je suis absolument certain que tout est vrai, mais je sais pas, la manière dont elle le fait, du coup, rend le truc un peu moins émouvant. Je propose d'écouter le premier extrait. Je suis de nouveau en soirée avec les mêmes amis. Corentin est là. Je ne lui dis pas bonsoir, et je vais le payer cher. Mais pour l'instant, je profite de la fête. Je dis même à Maxime que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas emmerdé. Jusqu'à ce que un mec vienne me voir. Il demande à me parler, le ton grave. Tout le monde se tait. Tu sais, Emeline, Corentin n'est pas raciste. Je suis surprise. Je ne me souviens pas lui en avoir parlé. Je ne me souviens pas non plus avoir dit à Corentin qu'il était raciste, mais visiblement toute l'audience est au courant. En fait, c'est Maxime qui a envoyé un SMS à Corentin pour lui dire de ne plus jamais me parler comme ça. Et tout s'est enclenché, dans mon dos. Corentin a dit à qui voulait l'entendre que moi, la meuf de Maxime, je ne voulais plus lui parler. Pendant 1 heure, les amis de Corentin n'ont plus voulu me lâcher. On le connaît, c'est un bon gars, il n'est pas raciste. Et alors là, suivez-moi bien,
Leur justification pour prouver que Corentin n'est pas raciste, c'est que Corentin travaille sur des chantiers. Moi je m'arrête là, ça continue après. En fait c'était juste pour donc elle évidemment il y a pas de débat, elle s'est retrouvée face à un énorme connard en soirée qui lui a fait vivre une scène de racisme catastrophique, enfin plusieurs d'ailleurs. Et mais je sais pas en fait je peux pas m'empêcher de me raccrocher à d'autres trucs immersifs et introspectifs que j'ai entendus comme ça, et notamment ce que fait Julien Cernobori dans Super Héros. Et il y a un contraste énorme, c'est-à-dire que elle nous raconte un truc qui est hyper prenant, qui est scandaleux, et elle le raconte comme un robot, je trouve. Et du coup, moi, j'ai pas été touché en fait. Même quand elle rit à un moment, enfin, ça fait fabriquer en fait. Ouais. Et je pense pas que ce soit un manque d'authenticité dans les choses qu'elle raconte. C'est juste que la position qu'elle a dans le podcast, c'est-à-dire que c'est elle qui l'anime, c'est elle qui livre l'ensemble, et l'empêche d'être un vrai témoin. Donc ça rend les choses pas, à mon goût, pas touchantes. Ça c'est pour la forme. Ouais. Et pour le fond, tout ce qui est relaté, tous les exemples qui sont pris, c'est les exemples les plus atroces et les plus caricaturaux. C'est le pire et le plus basique du racisme. C'est une somme d'expériences qui sont les expériences les plus atroces qu'on imagine. C'est-à-dire que, Emeline, elle raconte son expérience de soirée où un mec qui est un sombre connard, mais il existe, c'est sûr, mais qui est un sombre connard, qui a fait preuve d'un racisme absolument scandaleux, qui lui a tiré les cheveux, qui lui a dit que, voilà, on a entendu l'extrait tout à l'heure, ses potes lui ont dit qu'il était pas raciste parce qu'il bossait sur un chantier. Enfin voilà, c'est une situation absolument ubuesque. Nadia, la personne qui témoigne, pareil, elle est face à un professeur. En fait, le mec est tellement caricatural d'ailleurs à la fin on se rend compte qu'il est plus prédateur sexuel que raciste. Et voilà. Et puis elles font appel à un moment média de Salut les Terriens où Ardisson reçoit une artiste noire. Je vous laisse écouter. Thierry Ardisson a invité Stéphie Selma, une comédienne noire, pour parler de sa carrière, de sa vie. Mais le sujet dérive dès les premières secondes de l'interview. Alors Stéphie Selma, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous êtes notre invité. T'es qui toi, mais aussi notre invité. C'est quoi cette coiffure de ouf? C'est ma vraie nature. Ouais. Donc à un moment, il faut assumer. Mais avec plaisir. C'est incroyable. Ils sont en quoi, les cheveux, là? Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des filles qui, effectivement, assument leur afro, et c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus. Et il y avait une espèce de... Enfin, on va pas faire toute l'histoire des Antilles, etc., mais il y avait une espèce d'européanisation. Je vois même les grands-parents, quand, à l'époque, on avait les cheveux comme ça, afro, va te coiffer, etc. Ouais. Donc ça vient de loin, quand même. Pour se coiffer le matin, elle met les doigts dans la prise. Ouais. Voilà, ça continue après, donc on peut s'épargner ça, mais c'est toujours pareil en fait. Je trouve que prendre comme exemple Ardisson, dont on sait que c'est d'abord un provocateur et puis en plus une espèce de gros porc aussi misogyne que indélicat, enfin voilà, il a plein de défauts de ce genre-là. C'est pas un truc utile pour dénoncer le racisme. En plus c'est con parce que là cet extrait il parle juste de coupe de cheveux quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait pu être une blanche avec une coupe de cheveux de ouf. Oui, non mais bon, c'est vrai que c'est très embarrassant. Enfin tu vois, la meuf, c'est quand même, c'est vrai que ce qu'il fait c'est dégueulasse. C'est très avilissant. Mais après Thierry Ardisson, mais pour moi on est encore sur le bon exemple. C'est ce que je dis, c'est que pour moi on fait encore appel à une caricature. Non mais on fait encore appel à une caricature de provocation. Donc je trouve pas qu'on soit encore au cœur du problème. Et puis dans le dernier épisode, quand on nous dit, encore une fois, peut-être qu'il y a un problème de titrage d'épisode, mais on nous fait la promesse de dénoncer, de dénoncer l'absurdité du racisme scientifiquement. D'abord, il fait 30 minutes et on met 15 minutes à aborder le sujet. Avant, on est sur d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec la science. Et puis, au moment où on l'aborde, en fait, on nous explique que la théorie biologique des races est absurde. Pour moi, il y a un vrai anachronisme. C'est un truc qui a disparu de la loi française depuis 4 ou 5 ans. Et même avant ça, déjà, tout le monde était d'accord pour dire que biologiquement, la notion de race était absurde et avait pas de fondement. Donc voilà, en fait, c'est toujours pareil. On est sur une forme de racisme qu'il est évidemment toujours important de dénoncer, mais qui pour moi correspond pas à la promesse initiale. En fait, ce qui m'a un peu gêné, et là où je suis un peu déçu, mais c'est sûrement de ma faute parce que je m'étais fait une mauvaise projection, c'est que le racisme dont on parle dans ce podcast-là, il est évidemment toujours aussi scandaleux et il convient toujours autant d'en parler et de le dénoncer, sauf que c'est fait depuis très longtemps, ça continue à être fait, plein de gens le font, et moi je pensais qu'on allait s'attaquer à un racisme qui est beaucoup plus compliqué à combattre et qui est beaucoup plus insidieux, qui est celui qui habite beaucoup de gens, parfois même des gens qui le savent même pas, et qui s'exprime dans plein de moments de la société et dans plein de strates qu'on a du mal à identifier et qu'on n'imagine pas. Je pensais qu'on allait me parler de ce racisme-là en fait, ce racisme où même moi peut-être j'aurais pu me poser des questions sur ce que j'étais, tu vois.
Est-ce que du coup tu penses qu'il est opportuniste ce podcast ? Non, je sais pas s'il est opportuniste. Je trouve que ça a été traité un peu trop facilement. Voilà. Ouais. Tu t'attendais Mais encore une fois, c'est peut-être juste une inadéquation entre le titre et ce que moi j'en ai ressenti et du coup ce que je me suis imaginé. Hein. C'est très personnel comme avis. Mais ce qu'est le racisme, ben voilà, je pensais qu'on allait aller sur un truc un petit peu plus profond. Un petit peu plus profond et un peu moins caricatural. Encore une fois, tous les personnages qui sont présentés, aussi scandaleux soient-ils, ils sont ce qu'on connaît tous très bien du racisme et du coup ce qui est facile à dénoncer. Moi je pensais qu'on allait me parler de choses beaucoup moins visibles. En fait, ça apporte rien de nouveau, quoi. Voilà, ça apporte rien de nouveau. C'est pour ça que je dis que j'en suis ressorti je me suis pas senti enrichi et je me suis pas non plus senti ému parce que la forme pour moi est ratée. Voilà. Ça marche. Manon. Bah justement, moi j'ai pas encore écouté, mais j'ai envie d'écouter pour voir si ce qu'en dit Guillaume, je rejoins son point de vue. Là, j'ai l'impression que je le rejoins parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de promesses, comme le titre même, ce qu'est le racisme. On a envie d'en savoir plus, comme il disait Guillaume, et là j'ai l'impression que ça reste en surface, que c'est un projet évidemment on revient pas sur le sujet qui est toujours c'est toujours bien de vouloir lutter contre le racisme, mais peut-être qu'elle aurait dû le faire d'une autre manière. Et dans le transfert, justement, comme on disait, le fait d'être ému, de ressentir, de voir un autre point de vue du racisme, il y a un épisode justement où il y a une élève, un échange Erasmus entre une Française qui va au fin fond du Texas ou je sais plus exactement où aux États-Unis, et elle raconte que elle est confrontée justement à des espèces de clans entre les noirs et les blancs dans l'école. Elle raconte le bal de fin d'année. Et là, on se sent immergé, on comprend beaucoup plus facilement. Là, j'ai du mal à comprendre la forme, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un témoignage d'Emeline. J'ai l'impression qu'après, elle parle de Nadia, qu'elle fait intervenir. Après, elle parle d'une émission télé. J'ai pas compris, donc je vais écouter pour voir. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'elle aurait dû rester sur un format particulier et approfondir ça. Voilà. Pierre. Ouais, moi, je pense, en fait, aussi j'attends à voir dans son ensemble en fait avec tous les épisodes, peut-être avec une saison, parce que c'est peut-être aussi en lien. Non, c'est fini. Ah, c'est tout? Il y en avait que 3? Oui. Ah, ok. Parce que je me disais aussi, tu vois, vu que c'est en partenariat avec le Musée de l'Homme, donc le public est plus large, et donc ils avaient peut-être pour stratégie aussi de commencer, tu vois, par toucher le maximum de gens et donc revenir sur des questions et sur un racisme ordinaire de base et peut-être un peu plus classique, quoi. Mais c'est vrai que c'est une stratégie comme une autre, et y aller direct sur le détail est peut-être plus judicieux et concerne plus de gens. Ça s'appelle Qu'est-ce que le racisme? C'est un podcast. Ça s'appelle Nous et les autres. Ah pardon, nous et les autres, : ce qu'est le racisme. Et moi, il faudrait qu'un jour, j'apprenne le nom des podcasts que vous présentez dans cette émission. Très bien, donc ça s'appelle Qu'est-ce que les autres? Nous, c'est le racisme. C'est un podcast proposé par Slate. Allez écouter, même si ça n'a pas fait l'unanimité autour de cette table, ou en tout cas du côté de chez Guillaume, allez écouter parce que c'est toujours... voilà, exactement. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Tout de suite, on passe à la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Les amis, il est temps de savoir quel est le podcast de la semaine. Voilà, tout simplement. Donc c'est à vous, à toi, pardon, mon cher Guillaume, qui va donc commencer. Pour qui que tu votes? Pour Binge Actu. Tu votes donc pour Binge Actu. Manon? Je vais voter pour les couilles sur la table. Les couilles sur la table. En même temps, moi je suis un peu hors concours. Ouais, non mais c'est vrai. Mais et toi, Pierre? Bah, j'ai voté pour Binge Actu. Pour Binge Actu. Ok, très bien. Bah voilà, c'est Binge Actu. Bravo, c'est Binge Actu qui remporte ce conseil. C'est donc le podcast de la semaine, Binge Actu, pardon. Nouveau podcast proposé pour cette saison 3 de Binge Audio. Allez écouter ça, c'est le podcast présenté par Manon. Tout de suite, sans plus attendre, on passe aux charts, mon petit Guillaume. C'est-à-dire que je les ai pas fait, quoi. Oh là là. Oh, Guillaume, t'as pas fait les charts. Bah non.
D'accord. Ouais, bah, je suis désolé, j'ai eu une semaine agitée. Omar part et tout est dépeuplé. Ouais. Tout simplement. Bon, bah écoutez, on a qu'à faire, on a qu'à faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va passer aux recommandations culturelles, tout simplement. J'ai pas fait les recommandations culturelles. Merde, c'est vrai. Ah ouais, t'as pas un petit truc, un truc dans voilà, t'aimes bien là. Bah, il y a plein de trucs que j'aime bien, mais vas-y, fais péter. Je crois que je vais faire un truc méga mainstream, mais bon, moi je vais pas souvent au cinéma. Et j'ai été voir ça la semaine dernière, on en a parlé tout à l'heure. Et franchement, j'étais surpris, j'ai adoré. C'est pas du tout mon type de film d'habitude. Hein. Et moi, c'était un traumatisme d'enfance quand même un peu ça. Et j'avais envie de l'exorciser. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Ok. Donc, t'avais vu la vieille version ou pas? Ouais. T'as lu le bouquin? Non. Ok. Bah vraiment, je le dis parce que comme c'est pas du tout le genre de film que je vais voir d'habitude, s'il y a des gens comme moi qui n'aiment pas du tout les films on dit quoi, épouvante, d'horreur quoi. Ouais. Et ben vous pouvez y aller parce que c'est vraiment cool. Non mais il fait pas du tout l'unanimité de toute manière ce film quoi, mais bon voilà, c'est pas grave. Allez donc voir ça. Moi je n'irai pas, mais allez le voir parce que c'est le conseil en tout cas, que c'est la recommandation culturelle de notre cher Guillaume. Manon. Bah moi je vais faire un truc méga Omar, c'est-à-dire que je vais parler d'un autre podcast. Ouais. Et on en a parlé tout à l'heure justement, Super Héros, la nouvelle saison, j'ai adoré, ça m'a touchée, bouleversée. Je le conseille vraiment pour ceux qui n'ont pas encore écouté de l'écouter. C'est le témoignage de Vanessa qui raconte sa descente aux enfers face aux drogues, face à l'alcool. C'est très touchant. Voilà. Ça marche. Pierre. Moi je vous parlais d'un bouquin qu'on m'a filé et que je trouve cool, qui s'appelle Le cinéma français c'est de la merde. Et en gros c'est un bouquin qui a été écrit par un collectif Distorsion, je crois que ça s'appelle. C'est un projet un projet collaboratif financé par Ulule, c'est ça. Et en gros participatif, c'est ça. Et en gros il présente en fait 75 films français, mais qui contrairement au titre sont vraiment cool et sont vraiment à voir et dont on parle pas trop. Et du coup ça va des années 50 à maintenant et c'est vraiment cool. T'as des illustrations qui sont je sais pas si vous voyez le mensuel Les Schnocks. Ouais. Non, moi je vois pas. Bah écoute, t'es relou, putain. Pas te la voir. Bah parce que les dessins sont à peu près similaires et du coup à chaque fois sur chaque double page il te parle d'un film, t'as une super élue et puis il te la critique et il te montre à quel point c'est bien. Ok, et je recommande. Très bien. Eh bien moi je vais vous recommander un mec qui s'appelle Sylvain Tesson. Je vous recommande. Alors c'est un peu bizarre parce que j'aime bien. Je suis extrêmement fan de l'auteur, de l'écrivain, et je suis moins fan de la personne parce je le trouve un petit peu arrogant, etc. Mais bref, Sylvain Tesson, c'est le fils de Philippe Tesson, pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou 70. Et c'est un mec qui en gros a eu la chance de pouvoir voyager un petit peu tout au long de sa vie. C'est une sorte il adore l'escalade, il adore le ski, c'est un mec très fan de sport assez extrême, etc. Et de se balader un petit peu partout dans le monde. Et il écrit des récits de voyage un peu à la Blaise Cendrars, etc. C'est un peu un aventurier, on va voir ça, on va dire ça comme ça. Et il a écrit plein de trucs absolument génial. Et donc en plus de cet auteur Sylvain Tesson, je vous conseille par exemple son bouquin qui est sorti en 2015 qui s'appelle Bérésina, où en gros avec des potes à lui, puis ils sont très fans d'histoire, ils décident de refaire la route de la retraite de la grande armée napoléonienne quand ils sont revenus de la campagne perdue de Russie, enfin perdue parce qu'ils ne sont pas vraiment battus, mais quand ils sont revenus de Russie tout simplement à cause de l'hiver. Et en fait ils ont décidé de faire exactement le même trajet depuis Moscou jusqu'à Paris, avec des vieilles Oural qui sont des très vieilles motos soviétiques en sidecar, etc. Et ils l'ont fait en plein hiver du coup. Et ils ont retracé ça, et du coup il y a un parallèle entre lui, ce qu'il vit, et ce qu'il voit de la nature et ce qui se passait à ce moment-là, à ce moment de la retraite napoléonienne. Je suis pas un grand féru d'histoire, mais le livre et le parallélisme entre les deux, c'est absolument génial. Bref, je vous conseille Sylvain Tesson, c'était la recommandation culturelle la plus longue de toute l'histoire de cette émission. En tout cas, je vais vous lire le livre. J'aimerais bien faire ça en vrai, tu vois. Alors ce serait marrant.
il s'approcha tout d'un coup de son oral de 1964. Bah tu viens d'inventer Audible. Ah bravo. Mais non, ça existait déjà, genre sur M6 ou W9, les nanas qui lisent des trucs. Enfin, bref, chers amis, merci en tout cas de nous avoir écoutés. C'était le Podcastor émission 36. N'oubliez pas que vous pouvez toujours, bien entendu, nous lâcher des commentaires sur iTunes, nous mettre des étoiles sur iTunes également. Servez-vous d'iTunes aussi pour nous envoyer des recommandations de podcasts. Si vous avez un podcast que vous voulez qu'on en parle, ou si tout simplement vous en connaissez un qui est trop cool et vous trouvez qu'il mérite d'être traité dans cette émission, alors n'hésitez pas. En tout cas, nous on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous solliciter. Bientôt on sera assez de gens pour faire une énorme teuf dans un champ, prendre un maximum de drogue et boire énormément d'alcool. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Pierre, merci Manon, merci Guillaume. En attendant, portez-vous bien, ciao. Salut.